Entre mer et bocage, cette région est riche de villes aux maisons médiévales et de forêts où courent les légendes. Ce bout de Bretagne, anciennement appelé Pays du Trégor, a su conserver son authenticité au fil des siècles. C'est un coup de cœur pour ce coin de paradis qui a poussé Marie-Laure Bourgeois, il y a plus de 20 ans, à abandonner sa vie parisienne pour s'installer sur cette côte sauvage. Les gens qui habitent ici, en Finistère Nord, ils aiment tellement le paysage et tellement leur pays qu'ils l'enrichissent sans arrêt, ils y reviennent, ils ont plein d'idées, il y a un dynamisme, on a l'impression que tout est possible. Marie-Laure nous emmène dans une ville qu'elle aime particulièrement, Morlaix. Depuis le viaduc qui semble dominer la ville, on peut voir une bâtisse extraordinaire qui a su traverser les siècles. La demeure dite de la duchesse Anne. Philippe Laëllec, qui a dirigé les travaux de restauration, en est l'actuel propriétaire. Voilà la maison de la duchesse Anne. Donc, La vraie maison de la duchesse Anne? Non, c'est un nom de classement. Ah, voilà. Ça nous vient du 19e siècle. Il y a cette légende à Morlaix qui veut qu'elle y ait dormi une nuit lorsqu'elle est venue en 1505 à Morlaix. La maison est d'une qualité telle que c'est possible. Que ça n'est pas absolument incroyable. Donc entrez, je vous en prie. Bienvenue dans la maison dite de la duchesse Anne. Et au milieu, on voit une cour à lanterne, donc une cour intérieure. On peut supposer que c'était une suspension, un luminaire qui éclairait la cour. Donc c'était un éclairage artificiel. Et qui descendait très bas alors? Oui, probablement. C'est le puits de lumière au cœur de la maison. Donc c'est vraiment l'originalité morlaisienne. Une cour couverte avec son grand escalier tout en chêne. Donc la colonne sculptée fait 11 mètres de haut pratiquement. C'est comme si on avait un chêne planté dans la cour et ça date des années 1520. Donc c'est vraiment très ancien, ça a presque 5 siècles. Et étant donné que ça a été classé très tôt, 1883, c'est vraiment très précoce à Morlaix, l'ensemble est dans un état de conservation qui est tout à fait étonnant. Donc, toute la circulation intérieure du bâtiment passe par l'escalier central. Il doit y avoir à peu près 400 mètres carrés habitables dans la maison. Donc c'est vraiment une très grande maison. Et dans cette partie-là, on ne vivait pas? Apparemment pas. Ça avait un rôle de représentation? Ici, le principe, c'est d'avoir un lieu où on montre la richesse, l'importance de la famille, son statut. Et là, on sent qu'on a beaucoup investi dans ce sens. Et là, la famille impressionne le visiteur. Cette maison s'est inscrite dans les activités du quartier, comme à la fin des années 20, quand elle abritait un salon de thé et une crêperie. Depuis le 19e siècle, plusieurs campagnes de restauration successives lui ont permis de traverser les années. Donc voici la cour extérieure et sa façade rénovée. Alors cette couleur rouge renvoie au sang de bœuf qui recouvrait les pans de bois à l'origine, et c'est une façade privée. Il y a très peu d'encorbellement, voire pratiquement pas, car il n'y a pas de statue à poser sur la façade pour impressionner le visiteur. Là, vous avez une vision des siècles de cette maison. Vous en parlez bien, enfin, vous la connaissez bien. C'est un peu personnel, familial. Très. Ça a été la maison de famille du côté de mon père, de la fin de la guerre jusqu'aux années 70. Et je peux vous dire où était la chambre de mon père, où était la cuisine salle à manger, le salon. L'idée, c'est de restaurer l'ensemble du bâtiment, d'en ouvrir un maximum à la visite et qu'il continue à s'insérer pleinement dans le patrimoine du pays de Morlaix, car c'est vraiment un monument exceptionnel. Une des choses qui ont séduit Marie-Laure en arrivant en Bretagne, c'est la cuisine. Le restaurateur et propriétaire de l'auberge du Puy de Jeanne, à Plouégat-Mouessant, est devenu un ami. Salut, ça va bien? Ça va, Marie-Laure? Oui. Je vois que t'as pas oublié. Ben non, je comptais sur toi pour préparer le kikafars. Alain Scarella est passé maître dans la préparation du kikafars, une sorte de pot-au-feu typique du Nord Finistère. On va mettre les oignons. Ça, c'est pour le lipic. D'accord. Lipic, en breton, c'est douceur. Ils vont être confits dans le beurre, on va les déglacer avec du bouillon de légumes, et moi, je rajoute de la crème. Ça caramélise un peu. Voilà, et ça caramélise. Légumes et viande, Alain va montrer à Marie-Laure ce qui fait la particularité de ce plat finistérien, les farces. On va commencer par le blé noir.
Oui. du gros sel, de la farine, donc Le beurre chaud. un brûlant. peu de beurre. Après, on mélange. Donc si tu veux, Ouais, tu je me mélange. mélanges tout ça. Je vais Il y rajouter a les œufs, Voilà. 4 œufs et du cidre. Du cidre. Voilà le secret. Voilà. Donc ça lui apporte un petit goût particulier après la cuisson. Rien que là, il a une odeur extraordinaire. Il a une jolie, Parfum une de- jolie couleur, regarde. Ah oui, très beau. Donc je vais te le mettre tout doucement, puis tu vas continuer de mélanger. Donc ça, c'est ton farce noir. Ça, c'est le fard noir. Mais c'est physique. Bon, c'est bon là, comme ça. Oh, belle matière. C'est magnifique. Donc là, on va attaquer le fard blanc. Tu sais faire la pâte à crêpes? Oui. C'est la même recette, mais elle va être un petit peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes normale. Très bien. Donc je te mets petit à petit. Et on verse. C'est pas du tout la même matière que le noir. Ah non, c'est pas du tout la même consistance. Hop, on va terminer. Je mets délicatement Donc comme ça. le fard blanc, ouais, te Je mets le brûle deuxième. pas. Et on met le fard noir dedans. Pour 2 heures. 2 heures de cuisson. Voilà. Et voilà. Ah, incroyable, ça fait une semoule en fait. Et ça, c'est depuis que je mets du cidre dans ma recette. Ah, Et donc le fard blanc, oui, on va le servir tranché. L'heure est enfin venue de goûter cette spécialité. le grand moment. Il n'y a plus qu'à déguster. Et donc, on nous a appris quelque chose dans le pays du Léon. Tu peux mettre du sucre en poudre sur ton fard noir. Ça apporte une petite touche, c'est sympa. Et donc, il reste le jarret. C'est énorme, hein. C'est des repas à l'ancienne. Ouais. C'est un plat de fête, le kika farce. Pour les grandes familles. Pour les grandes familles, ouais. Voilà. Et la petite douceur pour couronner le tout. Le lipic, Bon, ben voilà un plat magnifique. un plat traditionnel Nord Finistère. Voilà, c'est bon. Merci Alain. On se régale, on se régale. Je vais te faire une commande hein, pour toute la famille. Pas de problème. À ton service. Dans ce coin de Bretagne, les forêts renferment des légendes extraordinaires qui se transmettent de génération en génération. C'est dans la forêt de Welgoat que Marie-Laure retrouve Rémi Colletter. Enfant du pays, ce retraité connaît les lieux comme sa poche. Bon, alors Marie-Laure, ici je voudrais te parler d'une petite chose un peu particulière. Quand nous étions enfants, 7-8 ans, jusqu'à 13-14, les gamins, garçons du Helgoat se retrouvaient tous ici dans la forêt, c'était notre territoire. Et on formait un petit microcosme entre nous. Nous expliquions les sites et les touristes nous donnaient de l'argent. Il fallait donc, pour être dans la confrérie des petits guides du Helgoat, subir des tests. Alors on commençait par ici le test de la corniche. Alors on galopait d'ici, on montait et on devait attraper de la main droite la petite corniche, rester suspendue haut, hein. pendant une C'est petite haut. minute. C'est haut, je veux que c'est haut pour un gamin de 8 ans. Et donc c'était là, si tu avais réussi le test de la corniche, t'étais quand même pris au sérieux là. Oui, ça y est, tu pouvais rentrer On dans la pouvait confrérie. rentrer, on pouvait rentrer, Dans la on confrérie. pouvait rentrer. Voilà. Cette forêt de hêtres de 1000 hectares serait notamment le domaine des fées et des corrigans. Ces petits lutins bretons auraient élu domicile dans les troncs d'arbres. Tu me suis? Ouais. Marie-Laure, là je voudrais te montrer la rivière On l'entend, d'Argent. là. Ah, c'est la rivière d'Argent l'entend. qui est là. Les trolls, les corrigans, c'est là qu'ils sont. Mais ce sont des lutins, ce sont des Oui, glands, ce sont- oui, des petits lutins, des farfadets, qui sont petits, très petits, souvent très laids, qui ont pour mission de réunir les gens, les enfants, pour leur fiche la trouille un peu. Et donc c'est ça l'origine, le conte en Bretagne, dans les maisons, qui
tu vois, faisait partie du patrimoine linguistique qui s'entendait, s'écoutait, se mémorisait et continuait son chemin. C'est des petites histoires propres à notre Bretagne à nous. De plus en plus viennent en famille des visiteurs qui sont à la recherche de cet aspect-là. Avec la nature. Avec la Qui nature. s'impose. C'est vrai. Ouais, elle s'impose. Toutes ces légendes constituent une source d'inspiration inépuisable pour les artistes de la région. Et il n'est pas rare de tomber nez à nez avec un musicien qui taquine la muse au détour d'un chemin, comme cet amateur de harpe celtique. Bundan, Yawan, Yawan. Au plus profond de cette forêt de légendes, une énorme roche est surnommée la roche tremblante. Un mastodonte de granit de 137 tonnes et long de 7 mètres. Rémi en a percé le secret lorsqu'il était jeune guide. Il met Marie-Laure au défi de la faire bouger. Alors, tu pousses avec tes jambes, pas avec ton dos. Bon, je crois que rien ne se passe. T'arrives pas? C'est pas là, non. Enfin, moi, j'y arrive pas. Elle est muette? À toi. Bon, alors je vais te montrer. Ah oui. Voilà, c'est Ah, ici. c'était ici. Ouais. Et tu pousses avec tes cuisses. Ouais. Tu pousses, tu laisses. Tu pousses, tu laisses. Ça marche. Ça le fait? Incroyable. On dirait une respiration d'un monstre. Elle pèse plus de 100 tonnes. Elle a 7 mètres de long, 3 de haut, 2,80 de large. Elle repose sur une arête de 90 cm et pèse 1,7 tonne par mètre cube. Voilà. Alors bon, la roche tremblante, voilà, le pôle attractif de Vielgoat, certes, mais dans notre culture celte, elle avait un sens, cette roche, comme toutes les roches qui bougeaient, il y en avait quand même quelques-unes en Finistère, et la particularité de la roche qui bouge, c'est que les futures mamans venaient frotter à la pierre qui bougeait le ventre arrondi qu'elles avaient, afin que la maternité se termine par un beau bébé sain et vigoureux, un beau bébé breton. On est en Finistère ici, la fin de la terre, la mort forcément, elle est au bout de la terre, donc la mort est très présente dans notre histoire à nous bretonnes, et très souvent des mégalithes, des pierres ont un sens, une signification dans notre patrimoine religieux, on va dire, et populaire. Et j'insiste sur le mot populaire. C'est avec cette forêt et ses légendes celtiques que nous quittons le Finistère. Pour un merveilleux voyage sur cette terre bordée par l'océan Atlantique, laissez-vous guider par ses habitants, amoureux de ses côtes escarpées et de ses longues plages de sable blanc, dignes des plus belles destinations du bout du monde.